Et pendant que vous vous installez, je vais faire une petite introduction. C'est à ça aussi que se sert le travail d'un modérateur, du modérateur de service. Alors, je vous dirais, mesdames et messieurs, que là aussi, c'est un plaisir. Pour cette avant-dernière séquence de la journée, juste avant la pause, sacro-sainte pause, je vous le dis tout de suite, comme ça sera fait, nous avons un sérieux dilemme. Un sérieux dilemme. Notre titre, le titre de cette table ronde, je vais vous le relire. Ouvrez les guillemets. La petite hydroélectricité comme réponse aux besoins énergétiques en Suisse et ailleurs. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, le fait est que si nous arrivons à la conclusion, non, pas du tout, ce n'est pas une réponse aux besoins énergétiques, à nos besoins énergétiques, allons voir ailleurs, alors je crois qu'il nous faut tout de suite, reprendre toute la journée de A jusqu'à Z, et puis prévoir une nouvelle pause du côté de 22 heures. Vous voyez ? C'est pour ça que cette séquence dans laquelle nous entrons maintenant est construite comme une table ronde et non pas comme un débat. Nous avons besoin de faits concrets, complémentaires pour nuancer notre réponse à ce point d'interrogation. Et nous avons une fois de plus, je dirais, les bons interlocuteurs pour nous guider dans cet exercice. Nous nous sommes entendus sur 3 exposés, sans slide si possible, mais je pense que vous avez abandonné les slides, c'est un véritable plaisir, sans slide d'une durée de 10 minutes chacun. Alors je dois vous dire, mesdames et messieurs, que c'est extraordinairement cruel, une fois de plus, vu tout ce que nos invités auraient à nous dire. Donc 3 exposés, l'un après l'autre, et puis nous prévoyons une petite séquence d'échange à la fin de ces 3 exposés, si ça vous va. Voilà. Cécile Munch-Aligné, les questions que nous nous posons, ce qui est impressionnant lorsqu'on vous rencontre, c'est que les questions que nous nous posons depuis quelques heures, depuis ce matin, il faut dire les choses comme elles sont, font tout à fait partie, définitivement partie de votre travail quotidien, en fait. Sauf que vous avez déjà des réponses concrètes ou des projets de réponses. Depuis 6 ans, vous êtes professeur à la HESSO à Sion, et lorsque je vous demandais quel était votre enseignement, vous m'avez répondu en 3 mots, les machines hydrauliques. Alors si vous voulez peut-être une fois de plus développer, ça serait peut-être pas mal, mais si vous le voulez seulement. En collaboration étroite avec les PFL, vous avez mis en place des groupes de recherche dans le domaine de l'énergie hydraulique. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même pas mal, mais il y en a 2 qui m'intéressent particulièrement. C'est le groupe hydroélectricité, me semble-t-il, comme son nom l'indique finalement, et puis un autre groupe que vous coordonnez depuis 2 ans, qui s'appelle l'Axe Énergie de la HESSO, qui a cette particularité de réunir non seulement alors des ingénieurs, mais aussi des économistes, par exemple. Et il me semble qu'une des leçons de ce matin, c'est que précisément cette approche en fait multidisciplinaire ou transdisciplinaire, en tout cas, était absolument nécessaire. En fait, c'est votre travail qui nous intéresse maintenant, si vous avez l'obligeance, les projets très concrets que vous menez. Vous avez le choix, puisque, me semble-t-il, il y a quelque temps, vous aviez dit que vous aviez délimité une 50aine de projets, de possibilités de projets en Valais. Merci d'avance. Puis je vous fais un petit signe discret à 9 minutes, d'accord ? Ok, très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc c'est un plaisir d'être là avec vous et de pouvoir partager quelques minutes sur la petite hydroélectricité. Alors pour rester un peu dans la continuité de ce que disait Paul Michelot, alors la petite hydroélectricité, elle a même 2 casquettes. C'est une énergie, c'est une nouvelle énergie renouvelable et c'est aussi dans la famille de l'hydraulique. Donc voilà, c'est vrai que ça me choque un peu depuis ce matin. On a l'impression que l'hydraulique ne fait pas partie des énergies renouvelables. Donc j'en remets encore une couche, si je peux me permettre. Vous aviez demandé quand même un slide. Alors... Il n'est pas indispensable, si vous voilà préférez. Ok. Donc, alors l'idée, c'était peut-être qu'on commence par expliquer ce que c'est la petite hydraulique. Donc, il y a une définition simple, en fait, qui est basée sur la puissance. Donc, c'est à partir du moment où l'aménagement a une puissance installée moyenne inférieure à 10 MW. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Après, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, je trouve que c'est intéressant de relever les points forts, en fait, de la petite hydroélectricité. Donc, c'est aussi un des points forts de la grande hydraulique, mais c'est un peu plus spécifique. C'est en fait la capacité d'offrir de la production d'électricité décentralisée.
C'est ce qui a permis l'électrification à l'époque, par exemple en Chine et puis même dans nos régions, d'apporter l'électricité dans des zones rurales isolées et ainsi apporter un développement du territoire. Parce qu'en construisant ces petites centrales, on crée de l'emploi pour les construire, mais aussi pour les maintenir. Donc voilà, ça je voulais relever que c'était un des points forts de cette technologie. Après, si on va un peu plus dans la technique maintenant, qu'est-ce qui différencie finalement la petite de la grande hydroélectricité? Je dirais que le point clé, en fait, c'est l'eau qui est turbinée. Parce que pour les petites centrales, on peut turbiner l'eau potable, l'eau usée, l'eau des canons à neige, les eaux d'irrigation et aussi les cours d'eau naturels. Donc c'est ce qui les rend spécifiques. Et en particulier, on peut en fait installer ces petites centrales sur des infrastructures existantes. Et ça, c'est vraiment leur point fort. Ça permet en fait donc de produire de l'électricité de manière efficace avec quasiment aucun impact sur l'environnement. Après, du côté des technologies, là on reste quand même très proche de la grande hydraulique. On peut bien sûr utiliser les mêmes turbines. Puis j'y reviendrai un peu plus tard quand je parlerai des projets de recherche. Il y a quand même quelques possibilités d'innovation sur ce point-là aussi. Alors, donc ensuite, si c'est pour essayer de répondre un peu à la question, est-ce que la petite hydro peut répondre aux besoins énergétiques? Alors déjà, on peut déjà dire que c'est déjà un petit peu le cas quand même, parce que la petite hydroélectricité, c'est plus de 5% de la production d'électricité en Suisse, c'est 10% de l'hydro finalement, donc c'est déjà pas négligeable. On a environ 1300 petites centrales en Suisse. Alors c'est vrai qu'il y en a un peu plus de 1000 qui sont avec des capacités relativement faibles, des puissances inférieures à 300 kW. C'est ce qu'on critique d'ailleurs assez souvent. Et puis donc tout le reste produisent près de 75% en fait de la production petite hydraulique. J'aimerais quand même changer un petit peu le point de vue, la perspective de ces petites centrales, parce qu'on dit souvent, voilà, elles sont toutes petites, finalement elles produisent pas grand-chose, on n'a qu'à augmenter le rendement des grandes centrales, et puis voilà, quoi, ça sera plus simple. En réalité, il faut se mettre peut-être parfois à l'échelle en fait, d'un village ou d'un quartier. Quand on installe une centrale sur l'eau potable, on va produire quelques centaines de kilowatts, 300, 400, 500 kilowatts. Ça, à l'année, finalement, ça permet quand même d'alimenter en électricité ce quartier ou ce village. Donc pour eux, c'est très important, finalement. Et puis le point un petit peu négatif, négatif disons, en tout cas, on en a déjà parlé tout à l'heure à la précédente table ronde, c'est ces subventions. Donc la petite hydraulique en Suisse bénéficie en fait du programme de la RPC, comme le solaire et l'éolien. Donc il y a à peu près 500 petites centrales qui bénéficient de la RPC, qui produisent 1,2 TWh par année. Il y a encore 300 petites centrales qui ont obtenu une réponse positive, qui pourront ajouter encore 1,2 TWh. Donc voilà, ces subventions, pourquoi est-ce qu'elles sont nécessaires? Parce que c'est très difficile en fait de réaliser un aménagement de petite hydraulique rentable. Tout à l'heure, on disait que la grande hydraulique, elle a un prix de revient à 6,5 centimes. Pour la petite hydro, c'est encore bien plus élevé que cela. Donc après, c'est des choix qu'il faut faire. Alors après, pour rester sur cette question, est-ce que vraiment la petite hydro va permettre de répondre aux besoins? En fait, c'est la question à laquelle on essaye de répondre en tant que chercheur. Donc il y a un peu plus de 4 ans, la Confédération a mis en place des centres de compétences suisses pour la recherche énergétique. Donc ils sont liés en fait à la stratégie 2050. Peut-être qu'on en reparlera encore à la prochaine table ronde. Parmi ces centres de compétences, il y en a un sur l'approvisionnement en électricité. Donc là, c'est clair que une centaine de chercheurs réfléchissent à est-ce qu'on va pouvoir résoudre nos problèmes avec l'hydroélectricité, mais aussi la géothermie. Et puis, il y a aussi le centre de compétences sur les réseaux qui réfléchit à comment intégrer ces énergies sur notre réseau. Et dans ce cadre-là, en fait, pour maintenant donner des exemples concrets de ce qu'on fait pour essayer de répondre à cette question, on a dit 3 axes de recherche pour la petite hydraulique. Donc le premier axe, en fait, c'est de se concentrer sur les infrastructures existantes. Pourquoi? Parce que c'est relativement facile à implémenter, il n'y a pas d'impact sur l'environnement, et ce potentiel, finalement, on n'a qu'à se ramasser pour le prendre. On n'a qu'à se baisser, pour le prendre. Donc, en particulier, on développe des nouvelles petites turbines pour les réseaux d'eau potable. Donc, en fait, c'est l'image que je vous ai mis ici. C'est juste pour parler un tout petit peu de technique. Je me suis dit que c'était quand même plus simple d'avoir une image, parce que peut-être que tout le monde n'a pas en tête exactement ce que c'est une turbine. Donc voilà, ici, vous pouvez voir le prototype de cette petite machine
qu'on développe dans le cadre d'un projet CTI en étroite collaboration avec le laboratoire de machines hydrauliques de l'EPFL et puis 3 petites entreprises valaisannes. Donc ces petites turbines, je ne vais pas rentrer trop dans les détails des équations, etc. Mais comme on peut le voir, elles sont en fait, on peut les installer de manière axiale directement sur la conduite. C'est un système qui est très compact, ce qui est important pour la petite hydro. Et l'idée, c'est de venir implémenter ces turbines sur les sites où les technologies, on va dire standards, ne seraient éventuellement pas intéressantes économiquement. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième exemple, c'est une turbine qui récupère en fait l'énergie cinétique des courants. Donc là, l'idée, c'est de les mettre en fait dans les canaux artificiels, par exemple les galeries d'amener, les canaux de fuite. Donc on développe une petite turbine isocinétique. On va faire un premier prototype cette année qu'on va installer sur un site pilote pour voir si elle est performante. Donc il y a de la place pour l'innovation technologique, même dans la toute petite hydraulique. Après, un deuxième axe de recherche, là, c'est pour les centrales de taille un petit peu plus grande, plutôt de l'ordre du mégawatt, un peu plus, parce que c'est quand même là que se trouve le plus grand potentiel. Là, l'idée, c'est de voir, est-ce que ces petites centrales peuvent être flexibles? Parce qu'on parle beaucoup de la flexibilité des grands aménagements, mais est-ce que ces petites centrales peuvent, elles aussi, jouer un rôle sur le réseau, peut-être un autre niveau de tension, mais peut-être qu'elles peuvent aider aussi à réguler la production des nouvelles énergies renouvelables. Alors pour ça, un des projets qu'on est en train de mettre en place, c'est un démonstrateur dans la vallée de Gletsch, où il y a actuellement une petite centrale qui est en construction. C'est une centrale qui initialement est prévue au fil de l'eau, et donc a priori on n'attend pas d'elle spécialement de capacité de flexibilité ou de régulation du réseau. Mais voilà, d'un point de vue purement théorique et en faisant des études dans un premier temps, on va voir s'il n'y aurait pas quand même une capacité de stockage pour cette petite centrale. Quel sera l'impact sur les machines, quel sera l'impact sur la fatigue de l'aménagement, sur la maintenance, sur les coûts. Et puis on va élargir un tout petit peu le sujet, car dans cette vallée-là se trouvent d'autres réservoirs, et on pourrait regarder si cette petite centrale pourrait jouer un rôle sur le réglage, non pas à l'échelle de la journée, mais peut-être un réglage saisonnier. Voilà, donc ça c'est des questions ouvertes, c'est un projet qui est vraiment en train de se mettre en place, mais je trouve intéressant de le partager avec vous. Et un deuxième exemple donc sur la flexibilité de ces petites centrales, c'est un projet qu'on a avec les SR, j'en profite parce qu'il y a des gens qui sont présents ici, et puis l'I-Énergie Sainte-Terre de Sierre. Donc l'idée c'est de regarder la production d'une vingtaine de petites centrales qui sont sur leur réseau. Ces petites centrales donc, sont sur réseau d'eau potable, irrigation, et produisent de manière parfois un peu aléatoire. C'est difficile de prédire leur production, ce qui peut parfois poser des problèmes. Donc on essaye de voir si techniquement on peut améliorer en fait, la prédiction de la production de ces petites centrales, dont la priorité, disons qu'ils sont sur un réseau, dont la priorité n'est pas de produire de l'énergie, mais d'apporter de l'eau soit aux communes, soit pour l'irrigation, etc. C'est pour ça que c'est compliqué à prédire. Et puis alors le dernier point, c'est la possibilité carrément de faire du mini pompage turbinage. Donc tout le monde connaît les grands projets comme Nant de Drance, à grande échelle. On se pose déjà la question, est-ce que ça va être rentable? Comment on va faire avec ces aménagements? Maintenant on va encore plus loin, on se dit maintenant on va faire du pompage turbinage à petite échelle. Alors quel est le modèle économique derrière? C'est justement les questions qu'on se pose. Donc on est en train d'interviewer un peu tous les distributeurs d'électricité en Valais, dans le canton de Vaud, pour voir si ce genre de technique de stockage les intéresserait. Et comment rendre ces projets-là intéressants? De nouveau, on va essayer de se greffer sur une infrastructure existante. Donc il y a des réservoirs qui existent. Peut-être qu'on peut en construire simplement un deuxième et avoir une solution de stockage à petite échelle, à proximité du village où on aura installé plein de panneaux solaires. Ça pourrait être intéressant de faire ce stockage. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez, mesdames et messieurs, on ne va pas allonger maintenant parce qu'on va passer à la deuxième intervention, mais nous sommes exactement là où nous voulions être, c'est-à-dire dans des projets concrets, pratiques, et sur lesquels on peut fonder pas mal d'espoir, si je comprends bien. Je me demandais si vous alliez parler de Arba et du laiton, enfin bref, vous allez peut-être nous en parler plus tard. Voilà.
Patrick Pralon, avec Synergie, la société dont vous êtes le directeur depuis 10 ans, me semble-t-il, si je me souviens, si mes notes sont justes, enfin près de 10 ans, quoi. Après avoir, du reste, vous en étiez le responsable du bureau technique auparavant, avant d'être directeur. Avec Synergie, nous restons sur le terrain, si je puis dire. C'est l'histoire d'une expérience novatrice, certainement, née de la transformation des services industriels municipaux de Martigny en 2 sociétés anonymes, qui s'appelaient du reste les deux Synergie, mais avec un mot après. Voilà. Et Synergie a fait ses preuves, puisque aujourd'hui, elle fournit la population de Martigny en électricité, mais aussi en eau potable, mais aussi en gaz et en chauffage à distance, sans compter, en fait, toutes les prestations dans le multimédia. C'est vraiment un bilan impressionnant dans lequel la petite hydraulique joue aussi un rôle, certainement, et prometteur, me semble-t-il. Enfin, vous allez nous le dire. Mais dites-nous comment ça a marché. Est-ce que c'est une expérience qui est renouvelable ailleurs, cette expérience avec Martigny, en fait, d'une certaine manière? Merci beaucoup. 9 minutes, vous êtes aussi d'accord? On va tenter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je ne vais pas m'attarder sur la modification de la structure des services industriels de Martigny. On est d'accord. En Synergie. Mais je crois qu'il y a un point qui est important à préciser, c'est que les unités de production, turbinage des eaux potables ou les parts dans les usines hydroélectriques sont en main de la commune de Martigny. Synergie exploite les usines de turbinage, donc je me permettrai de parler un petit peu avec 2 casquettes, celle de Synergie et celle de la commune de Martigny, propriétaire des usines. Oui. Si vous y pensez, parlez plus près du micro. Oui, excusez-moi. Voilà, ça serait pas mal. Merci bien. Alors, pour répondre à la question, est-ce que la petite hydroélectricité est une réponse aux besoins futurs? Je vais peut-être dire, je dis oui tout de suite, simplement en vous présentant des expériences qui ont été réalisées chez nous. Il y en a d'autres qui ont été réalisées sur d'autres réseaux. Mais historiquement, ça s'est un petit peu réalisé sur, on peut dire, en 3 périodes. En 1981, la ville de Martigny a construit la première usine de turbinage des eaux potables du Pont-Neuf, simplement parce que la ville était propriétaire de sources à une altitude dans le vallon de Champais, à une altitude de à peu près 1300 mètres. Et en construisant cette usine, ça a permis d'exploiter une chute de 600 mètres et de produire de l'électricité. Donc, première expérience, plutôt que de casser la pression dans les différentes conduites, il fallait renouveler la conduite d'amener d'eau en ville, construction d'une usine. Il faut savoir qu'à l'époque, la production de l'usine correspondait à peu près aux 10% des besoins de la ville. Ensuite, deuxième époque, une dizaine d'années plus tard, Martigny a la chance d'avoir d'importantes quantités d'eau qui proviennent des sources de montagne. Donc les réservoirs avaient tendance à avoir de l'eau qui se déversait à certaines périodes, et puis il manquait d'eau à d'autres périodes. Alors on a lancé une campagne assez importante de mesure de la demande, et on a fait une gestion de la demande de l'eau, ce qui a abouti à une augmentation de l'eau déversée, donc de l'eau non utilisée. Donc en 1991, on a équipé une turbine pour turbiner le trop-plein. Donc plutôt que le réservoir déverse, on utilisait cette eau pour l'évacuer. Ça veut dire qu'on turbinait 2 fois l'eau, on peut dire. Là, c'est une toute petite usine, donc une petite exploitation de l'ordre de... La première, j'ai oublié de vous dire, c'est 5 gigawattheures par année, donc c'est quand même une installation d'1 mégawatt avec 5 gigawattheures de production par année. La deuxième, c'est une petite installation qui produit 0,2 gigawattheures par année. Et puis ensuite, en 2010, en rénovant toutes nos installations de captage en altitude, on a eu l'opportunité de turbiner l'eau des captages jusqu'au réservoir d'altitude. Et à ce moment-là, une 3e installation a été faite de l'ordre qui produit environ 1,2 gigawattheures par année. Et cette installation-là a été inscrite à la RPC et financée par la RPC. Donc en gros, la première installation construite pour éviter de construire des coupes pression, etc., et de bénéficier de cette énergie. La deuxième pour récupérer le trop-plein, et la troisième pour vraiment équiper une chute disponible et puis pour l'inscrire à la RPC. Ensuite, alors, la stratégie de Synergie et de Martigny dans le domaine de la petite hydroélectricité, j'y arriverai,
Martigny est certifié Cité de l'énergie avec le label Gold. Il y a une volonté Martigny s'est aussi engagé par la Convention des maires à baisser ses émissions de CO2, à promouvoir les énergies renouvelables et à baisser sa consommation d'énergie. Donc ça va tout à fait dans cette direction, puisqu'on on participe à différentes autres installations de production de nouvelles énergies renouvelables, que ce soit des éoliennes ou des installations photovoltaïques. Alors pour la mini hydraulique, en ce qui concerne notre réseau d'eau, on peut dire qu'on a exploité tout ce qui était possible, puisqu'on turbine l'eau depuis le captage jusqu'au moment où on ne l'utilise plus et on la déverse. Au niveau de la stratégie des sociétés de distribution d'électricité, donc j'ai des collègues dans la salle aussi il y a quasiment tous les distributeurs d'électricité qui participent avec des communes pour pouvoir équiper des différentes chutes au niveau des réseaux d'eau potable, que ce soit la SEIC, la commune de Bagne ou Sion ou Sierre qui développent aussi ces installations. Ensuite, peut-être quelques mots sur les atouts. On est dans les Alpes, on a des configurations qui sont idéales, donc on a souvent des sources en montagne. Il y a de l'eau en altitude, donc je crois que ça vaut la peine d'analyser et d'installer ces installations. Donc la configuration est idéale. Je dirais que ces quelques 10 dernières années, il y a vraiment une évolution importante de ce côté-là. Il y a une dizaine ou quinzaine d'années, il n'y avait que quelques installations de turbinage d'eau potable. Aujourd'hui, c'est des installations qui se réalisent partout, donc c'est vraiment intéressant. Atout, je l'ai dit tout à l'heure, donc turbiner l'eau potable plutôt que d'installer des coupes-pression. Puis l'école d'ingénieurs nous a montré qu'on pouvait remplacer des coupes-pression par des petites turbines aussi. Ensuite, dans les atouts aussi, dans notre cas et dans le cas aussi de turbinage d'eau potable, un des atouts, c'est qu'il y a une répartition des coûts entre la distribution d'eau potable et le turbinage. La conduite forcée, il a fallu l'équiper, donc il y a une répartition entre le service des eaux et on peut dire la société qui produit l'électricité. Après, au niveau des limites, il peut y avoir des difficultés au niveau des réseaux de distribution d'énergie. Dépend à quel endroit se trouve l'installation. Peut-être qu'il faut renforcer le réseau de distribution d'électricité pour pouvoir évacuer, mais là, c'est certainement ou uniquement si c'est des installations d'assez d'importance, on peut dire. Ensuite, au niveau des limites, il y a toujours des discussions sur la propriété des eaux. Alors, lorsqu'on turbine de l'eau potable, c'est plus facile parce que souvent, la société est propriétaire des terrains, propriétaire des sources, mais ça nécessite en tout cas des clarifications et il peut y avoir aussi des contraintes historiques sur la propriété des eaux. Et puis, dans les limites, il faut aussi ne pas oublier et tenir compte des contraintes lors des mises à l'enquête, parce que c'est des fois des installations qui sont situées en montagne ou qui sont situées près des rivières et tout, donc les procédures peuvent être assez longues au niveau des mises à l'enquête et des discussions avec les différents services. Après, les conditions réunies pour une exploitation optimale, dans notre cas et dans le cas d'autres de mes collègues aussi, les conditions optimales pour une exploitation qui est idéale, parce que c'est géré par un multi-opérateur, c'est-à-dire qu'il y a le distributeur d'eau, l'exploitant des usines et le distributeur d'électricité. Donc c'est vrai que permet la discussion entre ces trois acteurs doit être importante. Alors s'ils sont sous le même toit, c'est encore plus facile. Et puis l'expertise aussi dans la mise en place d'unités de production. Donc la première usine qui a été équipée en 1981, donc en réalité, c'était une photo d'une installation hydroélectrique d'une de nos usines avec une turbine Pelton, et puis qui avait été divisée par 50 pour être construite. Je ne veux pas dire que c'était du bricolage, mais c'était peu commun dans la réalisation de ce type d'installation. Aujourd'hui, la haute école d'ingénieurs, les fabricants, les fournisseurs, les bureaux d'ingénieurs, on a vraiment des machines et des turbines qui sont optimales pour des petits débits, pour des petites chutes, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, on peut aussi compter sur des experts expérimentés pour que ce soit des bureaux d'ingénieurs ou des fabricants de turbines. Donc là, ça a vraiment bien évolué. Ensuite, dernier point, l'intégration dans le réseau local de distribution d'électricité. J'ai cité tout à l'heure comme limite le fait de devoir renforcer le réseau.
mais il faut aussi tenir compte que ce genre d'installation de production décentralisée, c'est des installations qui certaines fois, qui souvent, voire toujours, font baisser on parle de gains sur les timbres amont, ça veut dire qu'au niveau du transport de l'électricité, il est payé en fonction de la puissance soutirée du réseau et de l'énergie, mais la grande part est sur la puissance soutirée. Donc le fait d'avoir une installation qui est dans le réseau de distribution permet de diminuer cette valeur de puissance et de faire des économies qui peuvent être de quelques dizaines de milliers de francs par année pour des grosses installations. Alors voilà le contexte, et puis voilà pourquoi je peux répondre favorablement à l'idée d'installer de la petite hydroélectricité sur le turbinage des eaux potables. Merci infiniment, c'est très impressionnant. Évidemment qu'il y a toutes sortes de questions qu'on voudrait vous poser tout de suite, mais quand même, nous allons passer à la troisième séquence. Une des questions, préparez-vous moralement, c'est évidemment votre voisinage avec l'autorité politique dans tous ces projets. Comment ça, puisque nous sommes entre nous, vous pouvez nous dire si ça se passe mal. Enfin, peut-être tout à l'heure. Voilà. Dernier intervenant de cette séquence, nous passons les frontières pour découvrir un projet de mini-hydraulique au Rwanda, hors des contingences suisses, hors des contingences valaisannes. C'est une façon, en fait, de retourner aux sources d'une certaine manière. Eric Nanchen est directeur de la Fondation pour le développement durable des régions de montagne, et il est au cœur de cette coopération entre la Suisse et le Rwanda, qui ne se limite du reste pas du tout à la mini-hydraulique, mais qui comporte un volet, si je me souviens bien, biogaz, un volet photovoltaïque aussi. La HES est du reste partie prenante de ce programme, avec l'envoi de professeurs, avec l'envoi d'étudiants sur place. Eric Nanchen, on commence peut-être par une rapide présentation de cette fondation, je crois. Il faut que les choses soient claires, que vous dirigez, avant d'en venir peut-être à ce projet de mini-hydraulique, si vous êtes d'accord. Il faut vraiment, si on peut être clair, là, c'est vraiment tout bénéfice, je crois, pour aujourd'hui. Et après votre intervention, peut-être que si vous respectez le timing, on aura un dernier tour de table dont je me réjouis. D'accord ? Merci, M. Bonnard. Bonjour. Alors, effectivement, on va quitter la Suisse. C'est une intervention un petit peu particulière, puisque aujourd'hui, on a surtout parlé hydraulique et vallée. Et ce qu'on m'a demandé, c'est de parler hors vallée et un peu autour de l'hydraulique. Par conséquent, on me demande d'être hors sujet pour être au cœur de la thématique. Donc, je vais essayer de le faire. 2 mots sur la fondation. Cette fondation a été créée par le canton du Valais et la ville de Sion il y a maintenant 19 ans. On travaille principalement en Suisse sur 4 axes: l'éducation, la formation continue, l'organisation d'événements, l'accompagnement de l'administration cantonale et des communes dans la mise en place de plans d'action qui touchent au développement durable, et le dernier point qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui de la coopération internationale. Voilà. Alors peut-être que je peux commencer par répondre tout de suite à la question, comme ça je pourrais parler d'autres choses après. Donc oui, la mini-hydraulique est une réponse, une partie de la réponse, comme cela a déjà été dit. Et en fait, mon intervention, qui est plutôt un témoignage pour vous présenter un projet concret, bien, ma réponse est de dire oui, mais. Oui, mais. Alors maintenant, quelques mots peut-être sur ce projet. Monsieur Sepe, directeur de la HES, et moi-même avons été conviés au Rwanda par le ministre de la formation professionnelle, qui voulait voir comment mettre en place une coopération qui avait été signée entre la HES et une école technique au Rwanda, mais qui n'avait encore pas été mise en application. Donc nous nous sommes rendus sur place, nous avons visité différentes écoles et en particulier celle où cette coopération devait avoir lieu. Elle se situe à l'ouest du pays, un endroit qui s'appelle Kibuye, dans les montagnes. Et puis, suite à cette première visite, nous avons rédigé quelques idées, fait des propositions de projets. Et moi, ce qui m'avait frappé,
c'est qu'en fait, il y avait un décalage entre ce qui était enseigné et les besoins directs, les bénéfices directs. Donc on s'est dit, regardons là où il y a des impacts qui sont grands et forts, regardons ce qu'on peut amener au niveau de la technique et ce que peut amener la HES en tant qu'école. Et on s'est aperçu qu'on était dans une zone très dense, une zone de pente, de montagne, donc de gestion de la pente, qui veut dire des préventions de risques par rapport à des glissements de terrain. Et on a été confronté également, on a pu le voir, à beaucoup de déforestation, parce que le bois est le premier moyen utilisé pour le chauffage des aliments, de l'eau, etc. Donc on s'est dit, allons sur place avec des ingénieurs pour former d'autres ingénieurs à l'utilisation de techniques simples dans les énergies renouvelables. Et là, vous les avez cités, on a proposé le biogaz, on a proposé le solaire thermique, par contre, pour chauffer l'eau. Vous me direz l'eau chaude, pourquoi? Eh bien, pour les dispensaires, par exemple, pour des raisons d'hygiène, pour les hôtels également. Et puis, la mini-hydraulique. Alors, est-ce que c'est une réponse, oui ou non? Oui, mais, et en fait, la partie de mon travail, donc il faut savoir que Madame Munch accompagne directement un des étudiants qui est là-bas, que les professeurs qui sont allés sur place doivent arriver maintenant chez eux, ils ont voyagé durant la nuit. On parle de quelque chose qui se fait en live. Hein. Donc, j'ai perdu le fil, je voulais dire... Vous en étiez à la collaboration? La collaboration, oui, sur place. Donc pourquoi est-ce que c'est une partie de la réponse? C'est que toute cette partie technique, elle demande une approche systémique. Parce que finalement, l'hydraulique ou n'importe quelle autre technique n'est qu'une technique, un moyen d'approche pour répondre à un besoin, mais ça nécessite d'avoir une vision plus large, une vision systémique, parce que peut-être qu'en répondant à un besoin, on en crée un autre, ou alors on amène un dérèglement où finalement les bénéfices sont totalement détruits par un dérèglement plus grand qu'on aurait pu causer. Par exemple, si on crée un problème au niveau de l'utilisation des terres et qu'on engendre sur place une insécurité alimentaire, si on crée plus d'exclusion que d'inclusion sociale, ou encore si on a des problèmes de gestion, parce que la technique, la machine, l'installation elle-même est sur place, mais personne ne serait à même de la faire fonctionner. Ou alors, qui sont les réels bénéficiaires? Est-ce qu'on travaille vraiment pour les populations de montagne? Est-ce que les bénéfices restent chez eux ou non? Donc, au passage, vous voyez qu'on revient sur des thématiques qui ont pu être abordées chez nous. Donc, voilà la raison pour laquelle, dans un projet comme celui-là, eh bien, il faut des ingénieurs purs et durs. Et là, je peux vous assurer qu'au sein de cette école, ils sont formés justement à toutes ces problématiques et que dans le cadre de leur travail, ils vont sur place pour rencontrer les populations, pour faire des analyses socio-économiques et que leur approche dépasse largement le fonctionnement d'une turbine. Donc en gros, pour terminer, je dirais que oui, la mini-hydraulique est une réponse partielle aux besoins énergétiques, avec d'autres types, en complément à d'autres types d'autres moyens de produire de l'énergie, à condition qu'on puisse assurer un bon encadrement, une bonne gouvernance de ces techniques qui en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises. Merci infiniment. Voilà, je vous avais promis 3 fois 10 minutes, mais nos invités s'en sont tenus vraiment à 3 fois 10 minutes. On a un petit espace pour des questions. Une fois de plus, si vous me laissez la parole, moi je la prends parce que c'est une seconde nature. J'ai en tout cas une question à poser à Éric Nanchen, puisque vous avez la parole maintenant, le micro est encore chaud. Non, en fait vous êtes en train de nous dire que la vie des populations est importante, c'est ça? C'est-à-dire que il faut. Je comprends bien le but de vos voyages. Vous avez
constaté des besoins et vous êtes arrivé avec des solutions. Mais encore fallait-il que ces solutions soient acceptées sur place. Est-ce que c'est le cas? Alors effectivement, c'est une vision vraiment anthropocentrique. Dans notre fondation, on met en place des projets où l'homme est au centre. Donc on travaille pour le bien-être des populations en zone de montagne. Et par conséquent, il faut bien s'assurer, et c'est ça une vision finalement de développement durable, c'est s'assurer quand on est focalisé sur une thématique, sur un besoin, de voir qu'on ne crée pas plus de problèmes qu'on amène de solutions. Et par conséquent, il faut s'adresser aux populations pour voir si on répond à leurs besoins. Voilà, et pratiquement, c'est une donnée qui s'applique aussi bien au Rwanda qu'en Suisse, probablement, mais ça, c'est une autre affaire. En fait, en tout cas, pour ce qui est de l'implantation des éoliennes, ça me paraît assez clair. Monsieur Pralon, est-ce que cette question qu'on s'était mis en réserve sur le contact avec les autorités politiques et les responsables, comment ça marche, en fait? Vous faites des propositions et ensuite... la ville ou la commune de Martigny est votre mandant ou c'est comment? Oui, en gros, on travaille j'ai dit tout à l'heure que je parlais avec deux casquettes parce qu'effectivement, dans le cadre de l'exploitation des usines ou des propositions, c'est des projets qui démarrent, on peut dire, qui démarrent chez nous et puis qui sont proposés à la ville, de la même manière que dans le cadre du projet Cité de l'énergie, donc on collabore étroitement, donc on peut dire qu'on est mandaté par la ville pour réaliser ces projets. D'accord. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ouais. Non, ça se passe très bien parce que, ben voilà, à la limite, la ville, c'est mon patron. Donc, la ville est propriétaire de Synergie, la ville, c'est mon patron. Donc, ça ne me pose pas de problème. Je pensais que la question était plutôt par rapport au contact avec les autorités politiques. Vous parliez aussi d'autres communes ou cantonales. Mais... C'était aussi le sens de ma question. Mais vous voyez pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en fait, les critères de décision, par exemple, des autorités politiques ne sont pas forcément les vôtres. Par exemple, des économies. Par exemple, les économies d'énergie, et pas seulement les économies d'énergie, les économies budgétaires. Tout à fait, mais on a des critères aussi de fonctionnement au niveau d'une société qui sont les mêmes que ceux d'une commune, hein, au niveau rentabilité-résultat. Donc on s'entend bien. Et donc, maintenant, vous êtes en train d'essaimer autour de Martigny, ou bien? Comment ça se passe? Non, alors vous me posiez la question sur la relation avec les autorités communales. Oui. Je peux rebondir là-dessus en parlant qu'effectivement, les sources qui appartiennent à la ville de Martigny sont situées sur d'autres communes. Donc une partie sur la commune d'Orsières, une partie sur la commune de Beauvernier. Donc il y a un historique par rapport à cette eau. Il y avait des discussions sur les propriétés des eaux, mais comme les sources ont été acquises déjà dans les années 30 et même certaines dans les années 1908, c'est des choses qui sont acquises et qui sont réglées, mais il a fallu quand même plusieurs années de discussion et puis de remise à jour, on peut dire, des documents pour pouvoir aller de l'avant dans le cadre des projets. Maintenant, la collaboration est sur les rails. Alors, la collaboration sur les rails, par exemple, lorsqu'on a rénové toutes nos installations de captage qui étaient sur la commune de Beauvernier et dont Beauvernier était propriétaire d'une partie des captages, il y a eu pendant un certain nombre d'années des discussions sur... donc, en gros, après le premier verre de l'apéro, on se faisait traiter de voleurs d'eau, puis nous, on pensait que c'était des profiteurs aussi. Alors en réalité, après on a réussi à se mettre d'accord, on a compté, on a mis en place des systèmes de comptage pour mesurer tout ça. Puis après une année, on s'est rendu compte qu'on avait raison tous les deux. Et puis ça aboutit à une convention qui actuellement fonctionne très bien parce que ça nous a permis de rénover toutes les installations de captage, de récupérer toute l'eau. Et la commune de Beauvernier a aussi rénové toutes ses installations. Donc voilà, en tout cas un exemple de bonne coopération, mais il faut être patient. Oui, vous comprenez pourquoi je vous pose ces questions, parce que cette dimension politique, elle est fondamentale, et elle sera de plus en plus fondamentale, d'après ce qu'on a entendu aujourd'hui. Céline Munch-Aligné, j'ai aussi une question, mais qui me tarabuste, en ce qui concerne vos projets et la multiplication de vos projets. Est-ce qu'à multiplier ces projets, qui sont assez fascinants, à vrai dire, et même en tout cas impressionnants, vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un risque de déstabiliser le réseau? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est toujours harmonieux, je dirais? Ah ouais, c'est une question effectivement qu'il faut se poser. Donc quand vous parlez de projet, vous voulez dire la multiplication de ces injections
de petites centrales et de solaire, etc. Bon, je suis vraiment pas une spécialiste des réseaux, on aura le plaisir d'en avoir à la prochaine table ronde, donc je pense qu'ils répondront bien mieux que moi. Mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai eu une surprise l'année passée. On fait justement dans le cadre de cet axe énergie des présentations dans notre école, donc d'ingénieurs, d'économie, de gens qui travaillent dans le tourisme, etc. Et puis moi, dans ma tête, j'avais la sensation que l'hydraulique, eh ben voilà, c'était la production stable, prévisible, c'était la valeur forte de notre réseau. Et puis, il y a un informaticien de Sierre qui est venu me présenter ce projet justement avec les SR, qui discutait du problème de la petite hydraulique et de ces petites centrales qui sont sur les réseaux d'eau potable et d'irrigation, qui bénéficient éventuellement de la RPC, qui produisent dès qu'elles peuvent. Et du coup, en fait, c'est difficile pour eux d'absorber ces énergies. Donc c'est là où j'ai dû un peu me remettre en question, en fait. Donc, effectivement, même la petite hydraulique, en tant que petit producteur, peut poser des problèmes sur le réseau. Et vous imaginez des solutions? Bien, vous voyez pourquoi je vous pose ces questions. Justement, c'est pour ça qu'il y a une des thématiques de recherche qui est la solution du stockage. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les possibilités de stockage avec des batteries. Nous, on est un peu plus conservateurs, on garde notre technologie. Donc, on essaye de voir si avec l'hydraulique à petite échelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, on pourrait avoir une solution de stockage décentralisée et puis donc participer au niveau du réseau, peut-être basse tension, moyenne tension, à faire en sorte que le solaire, l'éolien et puis les petites centrales sur l'eau potable ou l'irrigation ne perturbent pas le réseau en absorbant les fluctuations avec cette solution de stockage. Et c'est très compliqué à imaginer? Non, mais ce qui est compliqué, c'est d'imaginer que ça va être rentable. C'est le modèle économique qui est derrière. D'accord. En fait, vous voyez pourquoi je vous pose ces questions. En plus, c'est que c'est un des éléments du front commun qui s'est ébauché dans le débat précédent. C'est-à-dire que si toutes les énergies renouvelables, anciennes et nouvelles, voulaient bien se mettre ensemble, etc., eh bien, probablement que la question du stockage va se poser à un moment donné ou à un autre, en fait. Oui, c'est clair. C'est un point clé. Monsieur Pralon, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais juste simplement compléter par rapport à, je l'ai abordé tout à l'heure brièvement, mais en complément à la remarque sur l'évacuation des productions des petites installations autoproductrices. C'est clair que dans la majorité des cas, ça ne pose pas de problème au niveau du réseau de distribution, mais il y a des installations qui peuvent être extrêmement décentralisées où là, ça pose des problèmes. Ça peut poser des problèmes, et je dirais qu'au niveau des réseaux de distribution, on est favorable à l'installation de ce type d'unité de production, et puis que le système que Swissgrid participe aussi lorsqu'il y a des installations qui sont décentralisées et qu'on arrive à justifier les coûts supplémentaires. Et cette présence de Swissgrid est absolument indispensable, on est d'accord? Ou pas? C'est une aide justement pour financer le réseau pour des installations qui sont décentralisées. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait encore une question ou une remarque, une expérience à partager? J'ai encore une dernière question, si vous permettez, alors, puisque j'ai le champ libre. Une dernière question à Éric Nanchen. En fait, votre projet s'inscrit dans... Je n'ai pas très bien compris. Votre projet s'inscrit dans une collaboration entre la Suisse et le Rwanda. C'est bien ça? Et vous êtes totalement libre dans ce cadre, ou pas? Alors non, c'est pas tout à fait ça. D'abord, oui, et de longue date, la Suisse et le Rwanda collaborent. Il faut savoir qu'en Suisse, la coopération est centralisée auprès du département des Affaires étrangères, la Direction du développement de la coopération, la DDC. Donc une option de départ avait été prise avec la HES, c'est qu'on ne ferait rien qui ne s'inscrive pas dans un travail de longue durée, dans une vision qui est la vision du département des Affaires étrangères et plus précisément de la DDC. La DDC actuellement, et ça c'est un des grands axes définis par M. Burkhalter, pense qu'il faut investir dans la formation professionnelle, donc pour lutter contre la pauvreté. Donc nous on s'est inscrit là-dedans. Il se trouve qu'une école, que tout est aussi centralisé au Rwanda, que le gouvernement rwandais, via son ministère de la formation continue, a cherché
une collaboration concrète avec la HES. Et nous sommes adressés à la DDC pour voir dans quelle mesure on pouvait construire un projet au sein de leur programme. Voilà. C'est comme ça qu'on a réussi à définir cette partie très claire et définie dans le temps et dans les objectifs au sein de quelque chose de plus grand. Alors, c'est pour ça que je vous posais cette question aussi, c'est parce qu'on sait très très bien que lorsqu'on imagine, on a des projets, il faut que ça passe par différents tuyaux. Et là, vous nous avez donné les tuyaux, c'est extraordinairement intéressant. Je vais terminer, si vous êtes d'accord, mesdames et messieurs, par une petite séquence, un petit tour de table avec nos trois invités, mais ils ont été plus ou moins prévenus, plus ou moins, je vous le dis. Non, en fait, j'aimerais simplement vous dire qu'on arrive vers la pause, une pause sacro-sainte, je vous comprends. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas avoir de pause. Le journaliste de service est contre les pauses. Mais enfin, c'est autre chose. En fait, après la pause, on aura vraiment un débat, une table ronde, mais extraordinairement importante, puisque c'est là qu'on va parler des réseaux de demain, d'un nouveau... On a du reste déjà abordé un petit peu avec Daniel Brella et dans le dernier débat, en fait, le nouveau modèle économique à imaginer. Je vous laisse à penser que bon, la réflexion sera cossue, je pense, dans cette table ronde. Et j'ai demandé à nos trois invités qui sont là de me dire, en fait, les questions qu'ils auraient envie de poser dans le cadre de cette prochaine table ronde. Vous voyez, est-ce qu'il y a pour vous une priorité quand on parle de demain? Est-ce qu'il y a une priorité qui s'impose, qu'on devrait mettre sur la table dans cette table ronde qui va suivre la pause? Monsieur Brallon. Par rapport à... Je pense que le contexte de distribution ou de fourniture d'énergie électrique est en train de changer fondamentalement, dans le sens que on se trouve dans une situation où on a construit des grandes unités de production pour alimenter des clients, fournir des clients. L'histoire des EOS, par exemple, c'est la ville de Lausanne, de Genève et le canton de Vaud qui sont mis ensemble à l'époque parce qu'ils avaient des clients puis ils devaient leur garantir une électricité. Ce contexte-là est en train de changer fondamentalement et on doit rester ouvert à ça et on doit s'y préparer dans le sens qu'on a des unités de production décentralisées qui s'équipent à gauche, à droite, les problèmes qui a été cité tout à l'heure, et au niveau du réseau de distribution, au niveau du réseau de transport, on doit s'y préparer, on doit s'organiser en conséquence. Merci beaucoup, Céline Munch-Aligné. C'est Cécile, en fait. Ah, oui, pardon, Cécile. C'est bon. Ouais, alors peut-être une question, c'est... donc il y a des productions de plus en plus décentralisées, et puis il y a même un peu cette thématique maintenant d'autoconsommation, ces particuliers qui vont produire leur électricité avec leurs panneaux solaires, peut-être ils vont avoir une petite turbine aussi dans la rivière à côté, etc. Comment on va les intégrer dans notre réseau, quoi. C'est un peu ça la question que je me pose. C'est le nerf de la guerre, pratiquement, on est d'accord. Merci beaucoup. Eric Nanchen. Alors moi, vous me sentez venir, ce n'est pas la partie technique qui m'intéresse. Moi, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que moi, utilisateur, je sois intéressé et j'adhère à ces nouvelles politiques, à ces nouvelles propositions de mix énergétique qu'on va me proposer. Parce qu'on peut très bien arriver avec des politiques, des systèmes qui n'intéressent pas et où le consommateur, partant du principe qu'il n'est pas captif, n'adhère pas à ce qui est proposé. Donc comment on fait le lien entre la technologie et, je dirais, le consommateur? Et là, on fait une formule participative qui a inventé quelque chose comme ça, en fait. Oui, par exemple. Oui, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier vos trois invités, vraiment, et les applaudir.